Salut Lucas, t'as la forme ou quoi? Salut Rudy, très content de te retrouver aujourd'hui pour inaugurer ce premier podcast du Lucas Lab. Donc aujourd'hui, nous allons parler longévité. Je suis très curieux de ton point de vue sur le sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Rapidement, je suis un passionné qui cherche des réponses à ces questions, surtout dans le domaine du sport depuis un peu plus de 20 ans, ce qui m'a amené à créer de nombreux projets. Beaucoup de gens me connaissent notamment pour mon site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, également pour mon site www.rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Et je suis surtout, entre guillemets, actuellement l'un des meilleurs spécialistes sur l'analyse morpho-anatomique. Donc, je t'ai analysé et puis j'ai pu te dire que tu étais bien pourri, c'était foutu pour toi. Et, c'est vrai. Et donc, voilà, c'est surtout pour ça qu'on me connaît. Après, j'ai écrit plein de livres, plein de formations. Là, je lance mon CQP, donc mon diplôme officiel à destination des futurs coachs sportifs, que je vais organiser, qui démarre le 7 octobre dans ma salle, au Super Physique Gym à côté d'Annecy. Donc bref, pas mal de petites choses. Et donc je suis très curieux de cette démarche de longévité que tu as, dans laquelle tu veux te lancer. J'ai hâte de voir si ça va te faire rajeunir ou pas. Eh ben écoute, je suis aussi le premier curieux. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi la longévité et à ton avis, pourquoi tu es là? C'est-à-dire, quelle est la place de tes activités et ta spécialisation dans justement ce cadre de la longévité? Je dirais, tu vois, si j'écris l'histoire a posteriori, comme tout le monde aime bien le faire, euh, j'ai jamais été vraiment dans la longévité, du moins pendant une quinzaine d'années. Pour moi, c'était le progrès, le progrès, le progrès. Il fallait toujours faire mieux, toujours faire plus, que ce soit dans le travail, et des fois, m'y reprends encore, que ce soit écrire des articles, faire des vidéos. Tu vois, même là, je me dis, je vais me lancer un peu dans les Reels. Je suis toujours en train d'essayer de faire des trucs. Dans l'entraînement, il fallait toujours être plus musclé, plus fort. Et à un moment, la réalité m'a rattrapé un petit peu. Je travaillais 12-13 heures par jour à faire des résumés, des programmes pour mes élèves. Et j'écrivais encore des articles, c'était 7 sur 7. L'entraînement, j'étais devenu vraiment super balèze, super fort. Mais à un moment, en fait, tu vois bien que tu peux pas faire plus. Et puis, tu commences à sentir aussi que malheureusement, tu vieillis. Et c'est là que tu t'intéresses. En fait, tu es rattrapé un peu par le temps, par les années, par l'expérience, que finalement, la longévité, c'est peut-être pas mal. Et que cette course de toujours plus, on sait très bien où elle mène. C'est déjà une course qui est perdue d'avance. Tu peux pas. Mhm. En fait, c'est perdu d'avance. Et donc, tu commences à t'intéresser à comment faire pour durer et finalement être bien tout en ne perdant pas de vue le plaisir que t'apporte cette sensation de progrès, d'épanouissement, qui est, je pense, en tout cas pour moi, très inhérente à l'être humain, très ancrée. Et donc, ça fait maintenant, je pense, au moins 4-5 ans que je suis vraiment très orienté longévité. Alors, bien sûr, plus ou moins, je pense que ça va s'accentuer encore avec les années, où j'essaye vraiment de personnaliser mon entraînement par rapport à ce que je fais, mes capacités. Ça m'arrive encore d'en faire trop, mais surtout pour les autres, via les coachings que je propose, où j'ai beaucoup de personnes qui ont entre 35, 40, 45, 50. Voilà, c'est à peu près la moyenne d'âge de mes élèves à distance, et où en fait, j'essaie vraiment de personnaliser le programme par rapport à leur morpho-anatomie. J'ai quelques règles qui sont apparues au fil du temps. Mieux vaut moins d'amplitude que trop d'amplitude. Mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd. Mieux vaut en faire moins que trop. Euh, et vraiment construire des programmes ou préconiser des exercices en rapport avec les capacités de la personne et non pas partir du postulat que tout le monde devrait pouvoir faire ci ou ça. Euh, donc je m'inscris vraiment là-dedans. Après, d'un point de vue alimentation, pendant longtemps, car ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé la muscu, donc ouais, ça fait plus de 20 ans. Le temps passe vite, ça fait 23 ans. Euh, j'ai toujours mangé vraiment énormément en quantité, en faisant moins la part belle, on va dire, aux végétaux. Et depuis quelques années, je mange pas mal de végétaux. Je suis vraiment beaucoup plus orienté là-dessus. Que ce soit, je sais pas, je dois manger peut-être un peu plus d'1 kilo entre les légumes et les fruits par jour. Voilà, j'ai ma Oh. propre marque de compléments alimentaires aussi, où on fait surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Tu vois, on propose du collagène, des oméga 3, de la meilleure qualité possible de ce qu'on peut trouver au monde actuellement, du magnésium, bref. Donc, tout le monde pourra aller voir sur superphysique-nutrition.fr. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Et en même temps, il y a d'autres domaines dans la longévité que je n'ai pas trop creusé, plutôt par crainte ou l'idée que plus tu creuses, plus de toute façon tu vas trouver des trucs qui déconnent et que de toute façon tu peux pas lutter contre tout et que j'ai pas envie de vivre aussi avec une épée de Damoclès en me disant tiens, tu sais, aujourd'hui, je sais pas si tu as pu faire, mais tout ce qui est analyse entre guillemets d'ADN, où tu peux voir un peu On va pourquoi en tu es parler. prédisposé.
ce pourquoi tu es prédisposé ou pas. Tu peux faire des analyses pour dire, bah tiens, là, il te manque, je dis une connerie, hein, je caricature, 10 milligrammes de zinc ou tu l'assimiles mal et donc on peut faire ci, on peut faire ça. Donc, je suis pas encore là-dedans. Parce que si tout va bien, et comme n'importe quel humain, je vais attendre que ça déconne pour aller y voir. Même toi, mince. Non, mais je suis pas. J'aime bien aussi cette part un peu de surprise. Je me dis que je fais déjà une bonne partie de choses correctes. Et, euh, et voilà, donc c'est sûr que sur l'entraînement, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et je vois bien que la non-personnalisation de programme va pas avec la longévité. Par exemple, quand tu es gamin, quand tu as la vingtaine, tu fais du développé couché, tu te poses pas trop la question en général, tu fais le développé couché. Et puis l'année passe, tu en fais chaque semaine, tout ça, et puis à un moment, tu dis, oulala, ça passe quand même moins bien. Tu peux toujours en faire, mais tu sens que les conséquences, quand tu n'as pas la bonne morpho, bah, en fait, elles sont pas bonnes, hein. Tu sens que. Alors, tu peux continuer en te disant, je te passe la parole après, promis, Lucas. Pas de souci, je te laisse exprimer. Pause. Si vous souhaitez voir plus de podcasts sur la longévité, mettez un pouce bleu ou une note 5 étoiles sur les applications de podcast. Cela améliorera le référencement et c'est essentiel pour que le podcast intéresse de nouveaux invités qui pourront nous parler de longévité. Pouce bleu, un commentaire ou 5 étoiles, je te laisse quelques secondes avant de reprendre le podcast. Tu te rends compte qu'il faut faire plein de petits trucs, d'étirements, de renforcement pour pouvoir supporter l'exercice, avoir les moins de conséquences négatives. Et au final, tu arrives dans un truc où tu dis finalement, mieux vaut que je fasse ce pourquoi je suis fait, plutôt que d'essayer de contrecarrer ma nature. Donc c'est en ce sens que je m'inscris plus en termes de longévité sur l'entraînement. Je comprends. Tu as dit plein de choses intéressantes. Et notamment, je trouve que ta vision de la longévité, en tout cas qui est plus empirique, converge un peu avec ma définition. C'est-à-dire que pour moi, la longévité, c'est capable de rester performant, mais à long terme. Et alors, il y a un sujet que tu n'as pas cité, mais j'aurais cru que ça allait être ta mimique, c'est que pour moi, tu es vraiment la référence de la musculation sans dopage. Oui, Si on doit, par exemple, mettre le dopage dans le framework que j'ai donné, en fait, il y a plein de produits ou de substances aujourd'hui qui nous permettent d'optimiser le court terme, d'être plus performants, que ce soit sportivement ou cognitivement également. Je m'y connais pas vraiment en termes de produits dopants, mais je pense que ça rentre un petit peu dans cette catégorie où nous allons augmenter nos performances, certes, à court terme, mais cela va nous être préjudiciable à long terme. Euh, le, le, donc, tu t'es revenu un petit peu sur l'alimentation, sur le sport. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que euh, la base, en fait, pour durer, c'est d'être en bonne santé. Et en fait, ça ressemble très fortement, 80% du travail, au slogan publicitaire qui est manger, bouger, dormir. Et oui. aujourd'hui, on peut dormir. Il y a les mauvais dormeurs et les bons dormeurs. A priori, tout le monde dort, tout le monde mange. Il y a les bons mangeurs et les mauvais mangeurs. Mais le sport devient quelque chose d'accessoire. On a des moyens de locomotion courte distance, des moyens de locomotion longue distance. Aujourd'hui, beaucoup travaillent dans le tertiaire. Et donc, c'est là où moi, je vois que tu as une place très importante au niveau de l'entraînement. Mais même l'entraînement, quel type d'entraînement? Quel entraînement est nécessaire pour durer? Quel est l'entraînement parfait pour durer, pour optimiser sa longévité? Tu as parlé de performance et je tiens à la relativiser parce que la performance, c'est pas la même pour tous. On a tous un potentiel qui est vraiment très différent. Euh, je dis régulièrement, nous sommes très semblables, mais aussi très différents dans nos capacités, dans nos possibilités. Et ce qui est performant pour moi n'est pas ce qui est performant pour toi ou pour quelqu'un qui va nous écouter. Et je dirais plutôt que la longévité, pour dire une phrase un peu à la con, c'est de rajouter de la vie aux années. Je crois que j'ai entendu cette semaine dans je ne sais plus quel podcast que la durée de vie en bonne santé, je crois que pour les hommes, c'était autour de 62-63 ans. Donc, ce qui n'est Ouais, pas tout à fait. beaucoup, sachant qu'ils vivent entre 15 et 20 ans de plus en moyenne. Et donc, c'est pas, c'est-à-dire que tu as 15 à 20 ans où c'est la galère. Et le but, c'est quand même d'en rajouter. J'apprécie beaucoup la vision qu'avait Bruno Lacroix. Donc, je ne sais pas ce qu'il devient. C'était un gars qui était spécialisé un peu longévité, qui écrivait dans le monde du muscle quand j'étais gamin, dans les années, entre, je pense, 2003-2010, quelque chose comme ça. Euh, et lui, il en était arrivé un peu à la conclusion bah, qu'on sait tous, hein, malheureusement, euh, s'entraîner, mais pas trop intensément. Donc lui, il conseillait de faire genre 2-3 full body par semaine, léger, voilà. Je te disais, par mail, on rigolait, ça te plaisait pas trop, mais je disais, bah, t'es trop musclé pour la longévité, en fait. Là, ton corps, il consomme.
ça parle d'une théorie pareil que Jean Texier donnait à l'époque. Il disait, on a un nombre de divisions cellulaires qui est un peu programmé, tu vas plus ou moins influencer par ce que tu fais, Ouais, mais c'est la que, limite de Highcliffe, je crois. ouais, bah, C'est un nom. Ouais. je- je- moi je me souviens de ça dans les mollusques, ça c'est vieux pour moi. Et il disait, voilà, tu as un nombre de divisions cellulaires programmées pour chaque individu, et quand tu arrives au bout, bah, en fait, t'es roulé, quoi. T'es un peu roulé. C'est là que ça commence vraiment à déconner. Et bref, et donc, comme on a quoi, il disait, bah voilà, 2-3 full body par semaine, 2 petites séances de cardio, voilà, une intense, une facile, et puis une alimentation très tournée vers les végétaux, limite hypocalorique, ça on peut en reparler, c'est un peu débat aussi, mais à tes besoins, sans chercher à grossir, et puis en étant léger en fait. En étant léger parce que dès que tu es lourd, en fait, c'est de la surconsommation de tout, surconsommation énergétique, euh, su- usure prématurée de tes articulations. euh, donc c'est vraiment la modération. Et donc tu vois, pour moi, on est très très loin de la performance, sauf si on définit la performance comme la capacité de bien bouger, être capable de se lever de sa chaise, de mettre les bras au-dessus de la tête, de porter ses packs d'eau, de faire son jardin. Mais ce qui est loin de la définition de la performance quand on fait de la muscu à fond et qu'on veut être super balèze. Alors, est-ce que tu es prêt à perdre du muscle? Ouais. Comment? Est-ce que tu es prêt à perdre du muscle? Changeons de sujet. Euh, Non, en fait, pour moi, performance, c'est vrai que tu la limites à la performance musculaire, avoir des plus grosses barres, plus de muscles. Mais je pense que dans la longévité, la performance s'évalue d'une manière beaucoup plus globale. Ça va être la performance cognitive, Bien sûr. performance et probablement qu'on ne peut pas vraiment mesurer ça. Peut-être qu'on peut, mais tout simplement la santé mentale, le bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on raisonne dans une perspective de longévité, on se rend compte que justement à partir de 60 ans, entre 60 et 80 ans, c'est à peu près la période où la plupart des grandes maladies nous arrivent, où on va avoir la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est justement de la perte de fonction musculaire, ce qui fait que dans un âge avancé, on va se blesser, on va se retrouver sur un lit d'hôpital. Comme on est beaucoup plus vieux, on va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Et en fait, ça dégrade toutes les fonctions. Fonctions cognitives, être sur un lit d'hôpital, bah forcément, on a un petit peu moins de nouveautés tous les jours. Également la santé mentale. C'est déprimant d'être sur un lit d'hôpital. Et donc, quand je parlais de performance, c'était vraiment de performance au sens global et un peu moins dans une performance comme nous, Physique. on peut l'entendre en termes de j'ai envie de passer la plus grosse barre, on va sacrifier un peu la technique, l'odoron, c'est pas grave. C'était plus dans ce. Quand je parle de longévité, donc être capable de maintenir de la performance à long terme, je restais vraiment sur une échelle globale. Et donc, si je comprends bien, pour toi, le meilleur entraînement, tu converges donc avec Jean Texier. Donc, 3 full body par semaine, donc un Bruno Lacroix, c'est entraînement dans Bruno Lacroix qui disait surtout ça. Bruno Lacroix. Donc 3 entraînements de full body par semaine, c'est-à-dire un travail d'endurance musculaire où on va travailler tout le corps sur 10-12 répétitions à peu près, hein. On n'est Voilà, pas pour caricaturer. pour caricaturer. Et donc le cardio. Un peu de cardio, Bien basse sûr. intensité et haute intensité. Bien sûr, pour essayer de permettre à ton cœur de continuer à monter dans les pulsations, parce que s'il monte pas, tu vas être essoufflé dès que tu montes les escaliers aussi. En ce moment, tu vois bien, c'est un peu la mode de la basse intensité. Tout le monde dit qu'à un moment c'était ça, je sais plus où ça en est aujourd'hui, mais voilà, basse intensité. Mais quand tu fais que de la basse intensité, à la fin, tu sais faire que ça, quoi. T'es bon dans ce que tu fais. Ouais, Mais et alors vas-y. justement, qu'est-ce que tu penses de Lucas Gouifre? Alors, je ne sais pas si tu arrives à le situer, mais d'une Mais manière bien assez. sûr, Tagiz, bah, il a été pendant des années sur les forums Superphysique, donc je, je, Exactement, je vois entre guillemets qui il est, mais et je vois qu'en ce moment sa mode, je vois des trucs passer, c'est de marcher beaucoup. Voilà, lui son truc là, exactement. Sa théorie voilà, des alors, ça me 2000 fait sourire pas. parce que faut avoir le temps de marcher autant. Et je sais pas les gens qui nous écoutent, mais moi j'ai de nombreux élèves qui en fait quand je leur demande combien de pas ils marchent par jour, tu sais, comme ils demandent j'aimerais faire du cardio, je dis mais combien de pas tu marches? Et souvent leur réponse c'est 2-3 000 pas par jour en fait. Et si je leur dis de marcher, ben, moi j'ai déjà compté, je suis à peu près entre 18 et 20 pas à la minute. En 10 secondes, en 10 secondes. Donc ça fait, allez, je caricature, 120 pas à la minute. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut 1 heure pour faire 7 000 pas. Qui, aujourd'hui, peut faire 3 heures de marche par jour, sachant que je marche assez vite et tout, qui peut faire 20 000 pas par jour? En fait, c'est une très petite minorité. Donc, après, je connais pas exactement son discours, parce que je regarde pas, c'est pas. Voilà, je suis pas à me poser des questions sur faut-il marcher ou Non, pas. non, bien C'est sûr. genre, Mais voilà, mais c'est vrai que moi, je me posais des questions par rapport, beaucoup mettent en avant au niveau du cardio la zone 2, et personne parle vraiment de la zone 1.
finalement. Marcher, ça va être beaucoup plus zone 1 quand même que zone 2. Donc peut-être déjà que tu peux parler un petit peu donc des fameuses zones, puisque quand tu parles de Ouais, haute ouais, bah, intensité, en fonction des auteurs, des spécialistes, on divise des zones cardiaques entre 3 et 7 zones en fonction des auteurs. Et j'ai fait un gros article sur mon site qui s'appelle Le guide ultime de l'endurance. Donc, c'est vraiment un très, très gros article sur rudicoya.com. Et en fait, voilà, on va distinguer la basse intensité, zone 1, zone 2. On va distinguer l'intensité moyenne, on va dire zone 3, zone 4. Zone 4, souvent on dit que c'est la zone un peu seuil, c'est ce qu'on tient en moyenne, je caricature, 45 minutes. Et puis les zones au-dessus, 5, 6, 7. 7 étant des efforts de force, par exemple en musculation ou des sprints d'une dizaine de secondes. Zone 5, c'est tout ce qui va être VMA, donc ce qu'on tient à peu près 4, 5, 6 minutes, peut-être plus pour des personnes très entraînées. Et donc, en fonction de ça, ça va générer des adaptations légèrement différentes. Mais quand tu fais quel que soit l'effort, il y a des adaptations globales, aussi bien générales au niveau de ton cœur qu'au niveau local, au niveau de tes muscles, en termes de mitochondrie, d'efficacité, de nombre, de capillaires, de flexibilité, on va dire métabolique, comment tu utilises les lipides ou les glucides. Et on ne parle pas souvent de la zone 1 parce qu'en fait, la zone 1, quand tu fais pas beaucoup d'efforts, ça a très peu d'impact en fait sur le développement, on va dire, de ton système cardiovasculaire de manière générale. Et là, quand on parle, par exemple, on est déjà en zone 1. Et donc, on estime que la zone 2, on va dire que c'est à partir de 60% de ta fréquence cardiaque maximale. Alors, pareil, je caricature parce que tu as une. Là, on parle de zone cardiaque, mais tu peux avoir des zones musculaires en fonction de comment tu es développé d'un point de vue musculaire. Tu peux avoir des zones métaboliques en fonction de comment tu vas utiliser les substrats énergétiques, le glucose, les acides gras. Tu peux avoir, pareil, des zones cardio-respiratoires en fonction de comment tu respires. Donc, tu as plein de zones un peu différentes, mais si on reste sur la zone cardiaque, c'est un peu ça. C'est entre 60 et 70%, parfois 75% de sa fréquence cardiaque maximale, la zone 2. Et c'est là que, on va dire que c'est un peu le meilleur compromis pour commencer à avoir des adaptations, parce que la plupart des gens passent aucun temps en zone 2. On l'a vu, tu vois, la mode, c'est surtout dans le sport, c'est faut finir défoncé. La plupart des gens, ils aiment bien les petits circuits HIIT, tu vois, qu'on voit un peu partout, qui fleurissent partout, ou type CrossFit. Et tu finis la séance, t'es dépouillé, t'es mort. Donc, t'es en zone 4, voilà, pendant 10, 15, 20 minutes, parfois plus, mais c'est rare. Euh, Quand tu fais de la muscu classique, t'es en zone rien du tout. En fait, t'es en zone 7. et alors pourquoi? Je suis très curieux justement. Moi, donc j'ai un petit tracker et d'ailleurs je suis curieux de savoir si toi tu as des Ouais, petits ouais, ouais, trackers. bien sûr. Moi, quand je m'entraîne, je suis en zone 2-3. Donc pourquoi j'irais faire du cardio? Tu montes pas? Comment? Tes pulsations montent pas du tout? Non, en fait, majoritairement, je vais peut-être arriver en zone 4-5 un petit peu à certains moments, mais ça va être super marginal. Bah ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah en fait, parce que comme on prend des longs temps de récupération souvent en muscu, en fait, le cœur attend de redescendre. Et pour pouvoir monter, donc moi, je fais pas mal d'activités cardio à côté, je cours, je fais du kayak, tout ça. Je vois que il faut 2, 3 minutes d'effort continu pour que le cœur commence à monter, tu vois. La première minute, tu vois, je donne une connerie, je fais des fractionnés, je fais des 3 minutes, voilà, à VMA ou un peu en dessous, voilà, en zone 4. Bah, pendant 2 minutes, j'ai peut-être ma fréquence cardiaque maximale, c'est à peu près 180. Je vais monter à 130, 140, mais de 2 à 3 minutes, d'un coup, je vais arriver à 160, tu vois. Et au fur et à mesure des séries, on va voir que malgré les 2, 3 minutes de récup, ça va monter comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui fait qu'en muscu, c'est que nos efforts sont très, très courts et qu'effectivement, on n'a pas un vrai effort continu. Notre cœur fait sans arrêt, il fait des petites bosses, tu vois, il fait un peu ça, tac, tac, Ouais, tac, tout à fait, tac. exactement. Ouais. Et en fait, il n'y a pas cet effort continu. Alors après, ce qu'il y a en muscu, je sais pas toi, mais moi, j'ai cette tendance contre laquelle j'essaie de lutter, c'est qu'on est souvent en apnée aussi. On est souvent en train de crisper, bah forcément, quand tu forces, tu crispes tout. Euh, et donc, t'as pas ce travail en fait continu du système cardiovasculaire dans son ensemble que tu aurais si tu faisais, je sais pas, 20, 30, 40 minutes de zone 2. Voilà. Après, concrètement, on est dans une société où il faut faire beaucoup, beaucoup de choses. Moi, ce que je dis aux gars qui veulent faire de la muscu, qui font de la muscu, qui veulent prendre du muscle, c'est globalement allonger un peu vos séries. Ça va vous faire plus de bien que de mal. Ça fera déjà du cardio un peu local, tu vois. Faire des 15, 20 reps, même 30 reps sur des exercices d'isolation. Et là, ça va développer ce qu'on appelle ta densité cardiovasculaire, cardiomusculaire, ou plutôt moi j'appelle ça aussi la VO2 locale, ta VMA locale. Et ce qui va empêcher tes cuisses de brûler quand tu montes les escaliers. Par exemple, si tu es au dernier étage, bah voilà, tu pourras prendre les escaliers sans avoir les cuisses qui brûlent.
Parce que pareil, des fois, tu es essoufflé parce que tes muscles peuvent pas, en fait, utiliser suffisamment l'oxygène. Donc, euh, donc ça, attends, je suis perdu dans ce que je voulais dire. Et donc ça, Non, des séries mais plus longues. Et après, je dis souvent de faire des efforts de manière continue. Parce que la muscu, en fait, c'est que des efforts interrompus. Et donc le fait de faire des efforts continus va permettre à ton cœur, je crois qu'on dit qu'on atteint son volume d'éjection systolique maximal autour justement de 60-65% de sa fréquence cardiaque. Et donc d'améliorer ça, en fait, la capacité, je caricature aussi, qu'a ton cœur à se remplir de sang. Après, c'est juste la fréquence qui augmente, toujours envoyer ce VES. Et donc, c'est pour ça que souvent, je dis aux gars, allonge déjà tes séries. Si tu as des problèmes, d'essoufflement, ça va déjà le réduire. Et ensuite, fais du continu. Notamment, quand tu fais du continu en zone 2, tu peux travailler, entre guillemets, ta respiration nasale. Tu peux améliorer l'efficacité de ton système parasympathique. Tu vois, apprendre à te relaxer. Ça peut être aussi l'occasion voilà, de vraiment être smooth. Alors qu'on est toujours tendu, 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 tendu. D'ailleurs, je vois que tu es un peu crispé. T'es un peu crispé comme type, mais c'est normal. Et mais c'est plus ça les effets en fait. C'est pas, tu vois, c'est apprendre à ton cœur à fonctionner de manière continue, travailler ta respiration nasale parce qu'on respire toujours avec la bouche, améliorer ta récupération, on va dire en étant plus rapidement dans le mode parasympathique. Ouais, tu peux faire de la respiration aussi. Euh, et c'est pour ça que la zone 2 ça le vend en poupe parce que je pense que c'est l'effort aussi qui génère le moins de fatigue pour le plus de bénéfices entre guillemets au début d'un point de vue cardiovasculaire. Alors que dès que tu fais de la zone 4, par exemple, ce qui est super sympa, des circuits training à fond, voilà, des WOD ou des fractionnés, je sais pas, des 1-1, là, tu génères quand même pas mal de fatigue. Tu vois, tu as un effort qui ressemble plus à ce qu'on fait en muscu et qui fait une fatigue musculaire qui va impacter quand même, en tout cas pour moi, grandement la prise de muscle pour la plupart des individus. est-ce que ça, c'est vraiment un problème du point de vue de longévité? Moi, il y a un paradoxe que je trouve intéressant, c'est ça semble complètement contre-intuitif que s'entraîner à haut niveau, donc qu'on soit compétiteur ou simplement sportif de loisirs, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de loisirs qui s'entraînent dans des régimes similaires à ceux de haut niveau. On remarque qu'en moyenne, ils vivent 7 ans de plus que la population normale. À ceci près que cette différence n'existe pas pour les marathoniens, justement, qui a je crois, une amélioration de l'espérance de vie qui est nulle ou très faible, alors que eux, justement, ils sont sur ils font du cardio zone 2 entre guillemets. Ouais, ouais, il faut même zone 3. Ah, après, j'ai relativisé, moi je me méfie un peu de toutes ces études. Moi, tous les sportifs de haut niveau que je connais, je peux pas dire qu'ils sont en bonne santé. Je peux Alors, pas dire que je d'une peux pas dire que, combien? tu vois, on parlait de rajouter de la vie aux années. Je peux pas dire que les mecs à 50, 55 ans sont en bon état. À aucun moment, si moi on me montre ça et que j'ai 25 ans, je dis je veux être comme ça à 55 ans. Les Ouais, je comprends. 90% sont en surpoids, ont du mal à marcher, ont mal partout. Donc peut-être qu'ils vivent 7 ans de plus, mais c'est pas Ouais, 7 années de à vie quel en fait. prix? À quel Tu vois, prix? pareil, le marathonien, ah ouais, mais là c'est l'excès de sport, tu vois. C'est en fait l'être humain, de toute façon, de ce que j'en ai compris, il n'est pas fait pour se dépouiller en sport. Il n'est pas fait pour performer à haut niveau, pour faire du haut niveau. On nous met dans cette société tous ces gens-là en avant, tout ça. Tous ces gens-là, je caricature un peu, voilà. Mais ils sont pleins de cachetons, en fait. Tout à l'heure, on parlait des produits dopants. Alors, même s'ils ne sont pas dopés, ils sont pleins d'antidouleurs. Ils ont des kinés, des ostéos. Ils ont des gens qui, tous les jours, vont essayer de leur enlever les douleurs, tout ça. Ils ont mal, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et en fait, le jour où tu arrêtes, en fait, tu te retrouves, tu n'as plus tout l'entourage autour. Tu as mal partout, en fait. Tu as mal partout, tu peux plus bouger. Surtout que de plus en plus, l'hygiène alimentaire de ces sportifs est déplorable. Vraiment, est déplorable. J'en parle souvent dans Leadercast, mais c'est un bêtisier. Tu as du mal à comprendre le pourquoi du comment. Euh, donc, je me méfierais de ces études parce que, après, le sédentaire, c'est toujours pareil. C'est quel sédentaire? C'est sûr qu'aujourd'hui, tu vois des gens de 50-55 ans qui n'ont jamais fait de sport, qui prennent pas du tout soin d'eux. Ben, C'est un massacre aussi, hein. ouais, l'étude portait sur les sportifs français qui ont concouru aux Jeux Olympiques de 1912 à 2012. Ah ouais. Il y avait quand même Ouais. un bel échantillon. Mais Mais pareil, la longévité, c'est aussi une bonne. Je prends un exemple. Mes arrière-grands-parents, ils ont pratiquement vécu jusqu'à 100 ans. Ils n'ont jamais trop fait de sport. bonne Ils, génétique, man- je veux dire. ils mangeaient le beurre pour eux, c'était un peu sacré, tu vois. Alors on dit, ouais, mais l'alimentation avant était moins trafiquée, tout ça. Peut-être. Mais il y a une Ouais. grosse part de génétique, en fait.
Tu vois, c'est comme dire, je prends souvent cet exemple-là dans l'entraînement. Tu as un mec qui va faire les pecs, puis lui, il prend des pecs, tu vois, caricature. Puis l'autre, il fait la même chose, presque la même morpho, mais putain, il prend pas de pecs. Parce qu'en fait, on répond pas tous de la même façon au stress qu'on s'inflige ou qu'on vit, qu'on subit. Et donc là, c'est un peu pareil pour la longévité. La seule chose qu'on peut faire, tu sais, c'est comme la personne qui. Il y en a plein qui disent ouais, mais ça sert à rien de pas fumer. Regarde, lui, il a pas fumé, il a eu un cancer du poumon. Parce qu'il y a une grosse part de chance dans cette longévité. Et la seule chose que tu peux faire, c'est vis-à-vis de toi, plutôt que de te comparer, c'est de faire au mieux par rapport à ta sensibilité personnelle quant à la longévité pour essayer de mettre le plus de chances possible de ton côté pour qu'il t'arrive le moins de problèmes. Mais c'est pas dit que t'en aies pas. C'est pas dit que tu vives plus longtemps. Je te dis, Jeanne, je sais pas si toi, tu es un peu plus jeune que moi, mais quand j'étais gamin, c'était Jeanne Calment, la femme la plus vieille du monde. Je sais plus quel âge elle avait genre 120 ans, et on la voyait toujours avec sa clope au bec. Tu vois? On se dit, putain, mais c'est pas possible et tout, elle fume et tout. Et tout, on disait, ouais, mais c'est parce que ça la met de bonne humeur, tout ça. Bien sûr. Je sais pas si tu avais déjà vu aussi les documentaires sur les zones bleues. Je sais plus comment s'appelle le gars, mais bon, ça fait des années qu'il milite pour ça. Puis tu vois, il montre les gens, ouais, on l'air de manger assez sain, mais en fait, pas tant que ça. Comparé à la plupart des gens, si. Mais c'est pas si sain que ça pour moi. Puis ils ont des relations sociales, et puis ils sont en groupe, et puis un peu tribu. En fait, tu as plein de facteurs de longévité qui sont autres et qui sont pas vraiment mesurables. Toi, je ne sais pas comment t'es, mais de ce que je comprends, tu es un peu comme moi. On est vraiment dans le pragmatisme. Tu vois, tu essayes de dire, voilà, tu fais ça, 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 puis ça va donner ça. Mais la longévité, c'est un ensemble de facteurs, des fois internes, auxquels on n'a pas Ouais, accès. il y a plein de variables en fait qu'on ne maîtrise pas. La Bien génétique en sûr. est une, et on estime, et j'aurais cru que c'était beaucoup plus important que ça, que la génétique comptait pour à peu près 30% Ouais, bah d'une voilà, capacité d'aller loin. j'ai entendu des chiffres un peu comme ça, mais pareil, pour moi, c'est des chiffres. Pour toi, c'est peut-être 30%, et puis pour un autre, ça va être 50%, puis pour un autre, ça va Ouais. être 10%. Et puis ça se trouve, toi, t'as pas eu de bol. Tu avais plein de cartes, super cartes, puis ta mère, elle a fumé pendant qu'elle elle allait t'avoir. Et puis paf, quoi. Paf, elle t'a foutu la merde. Après, elle t'a éduqué n'importe comment. Souvent, il y a un bouquin sur l'éducation. Paf, elle t'a stressé à crever. Et puis là, d'un coup, ton espérance de vie a chuté Non, c'est drastiquement, clair. quoi. Et d'ailleurs, bon, c'est un sujet un peu différent mais intéressant, mais il n'y a pas juste la génétique et l'environnement. La réalité, c'est que toute la partie, quand on est très très jeune, on est dans l'environnement en théorie, mais en réalité, sur les moyens de contrôle qu'on peut exercer, on est beaucoup plus proche de la génétique parce qu'en fait, on subit complètement son environnement. Et c'est clair que toute cette période, elle est non maîtrisée, non calculée, on peut rien y faire. Tu vois, j'ai écouté un podcast récemment, j'en parlais hier dans le Super Physique Podcast qui va sortir demain au moment où on fait notre épisode là. Et le gars disait que bah, quand t'es gamin, t'as ton microbiote un peu qui se met en place par rapport à ce que tu manges, tout ça. Et qu'en fait, ouais, c'est ce que je crois depuis longtemps, hein, c'est que beaucoup de choses se font durant l'enfance et l'adolescence. Et le mec expliquait qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont du mal à arrêter les fast-foods ou arrêter le sucre. Il disait lui, bah, en fait, le microbiote, la flore intestinale, les bactéries qu'on a qui sont faites durant l'enfance et l'adolescence, en fait, bah, nous poussent à consommer ces drogues, en fait, toutes les drogues, quoi. Et il disait, bah, c'est hyper dur, effectivement, pour beaucoup de gens d'arrêter. En fait, c'est un changement drastique, progressif et drastique des habitudes de vie pour réussir à influencer son microbiote de la meilleure des façons, afin que tu n'aies plus cette poussée, tu vois, de bactéries qui veulent se nourrir, tu vois. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je crois que, je dirais un peu, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, beaucoup de choses se jouent durant l'enfance et l'adolescence, sauf que personne n'a les clés de l'éducation parfaite ou, tu vois, des gènes parfaits. On n'est pas Ouais, dans bien Bienvenue sûr. à Gattaca, tu vois. Ouais, bon, excellent film d'ailleurs. Pour quelqu'un qui voudrait se mettre à l'entraînement, quel conseil tu lui donnerais et comment en fait s'entraîner pendant longtemps et durer? Quels accessoires on peut utiliser? Quels protocoles on peut mettre en place? C'est très large, je pense à l'échauffement, à la mobilité. Est-ce qu'on doit mettre des genouillères au squat ou pas pour laisser le Bah, genou fais pas de adapté? squat déjà. Est-ce qu'il y a des exercices à éviter? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour Ouais. tenter, peu importe notre génétique, de d'éloigner les mauvais effets qu'auront l'entraînement? Je crois aussi beaucoup dans le fait que dans la vie, il y a un peu une période pour tout. Tu vois, si à 20 ans, on m'avait dit, non, mais attends, faut pas que tu forces autant, faut pas que tu fasses ci, ça, ça, ça. J'aurais dit, écoute, mon vieux, laisse-moi faire, moi je veux forcer, regarde les résultats, c'est bon, laisse-moi tranquille, quoi. Et donc je pense qu'il y a un peu une période pour tout et une période pour entendre et pour vivre les choses.
desquels, en fait, tu peux pas échapper. Tu as beau dire, voilà, fais pas ci, fais pas ça, tu vois, la personne va faire. L'être humain répète les erreurs de ses semblables, je pense, depuis des millénaires, ça se trouve. Et il peut pas faire grand-chose. Si quelqu'un débute la musculation, donc je vais prendre ce contexte-là, je dirais à cette personne de prendre un coach tout de suite. De prendre un coach qui a déjà de l'expérience pour éviter d'être perdu parmi la surinformation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le plus dur. Et c'est pour ça que j'ai ma rubrique privée sur patreon.com en partie, où je trie l'information et je dis, bah voilà, les 3 meilleurs articles, les 3 meilleurs podcasts de la semaine. Parce que c'est très, très dur de retrouver ce que tu veux sur le net. T'arrives plus du tout. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et donc, en ce sens, j'irai prendre un coach. Après, bah, effectivement, insister sur l'échauffement, la mobilité, mais pas trop. Ça dépend quel âge on a. Si tu as déjà, je sais pas, 40 ans, bah, écoute, tu sais, la plupart des gens, je le dis aux élèves en CQP ou en BPG, parce que j'ai pu avoir, qui vont devenir coach, la plupart des gens, ils ont 3 fois 1 heure par semaine pour s'entraîner, en fait. Tu sais, tu leur dis, bah écoute, ce serait bien que tu ailles marcher. Ils vont dire, ouais, mais attends, en fait, moi, je rentre, il est 18 heures, j'ai mes 2 enfants, ma femme, faut que je m'occupe des enfants, je leur donne le bain, tout ça, je fais les devoirs avec eux. Bah voilà, il est 20 heures, il fait nuit. Il dit, j'aimerais bien voir ma femme un peu quand même pour discuter, manger tranquillement. Ben voilà, il est 21 heures. Il dit, je me vois pas aller marcher à 21 heures, il fait nuit. Voilà, et je comprends. Et donc, en fait, tu as 3 fois 1 heure. Il dit, voilà, dans la semaine, 3 fois 1 heure. Donc, finalement, l'échauffement, bah oui. La mobilité, plus ou moins. Et puis, finalement, si on parlait vraiment de santé, je dirais que pour la plupart des gens, le meilleur entraînement, ce serait limite de faire je suis un peu salaud, mais un circuit training, en fait. Donc, c'est une sorte de full body où tu enchaînes les exercices. Comme ça, tu as un impact cardiovasculaire, ton cœur ne redescend pas, et où tu as une sorte de renforcement musculaire. Alors, certes, d'un point de vue développement musculaire, c'est proche de zéro. On est, on est proche du néant, et pour nous, ça fait pas très plaisir. Mais finalement, ça me semble être, avec les années, le meilleur compromis pour la plupart des gens qui débutent tardivement, et quand cette optique de longévité, où tu vas mêler renforcement et cardio, 3 fois 1 heure par semaine, parce que, en fait, c'est déjà pas mal, tu vois, 3 fois 1 heure. Encore une fois, la plupart des gens sont surchargés. Je sais pas comment est ton emploi du temps, mais la plupart des gens, ils prennent 1 heure pour aller au boulot. S'il n'y a pas de bouchon, voilà, ils arrivent au boulot. Ils font 9 heures, allez, 9 h 17 heures avec de la chance, avec une pause le midi. Mais bon, il faut aller à la cantine, il faut manger sa gamelle, ou ils sont avec tes collègues, ils vont pas marcher, ils font rien, ils sont pas très actifs. Ils se lèvent pas trop toutes les heures pour bouger. T'as beau dire, faites ci, faites ça. Ils font pas. Souvent, quand ils ont mal quelque part, bah, ils enlèvent l'exo ou ils arrêtent de lever le bras. Voilà. Ils arrêtent de lever le bras. Puis ils finissent, de nouveau les bouchons, ils arrivent chez eux, et puis voilà, la routine. Donc, tu vois, on est Ouais, c'est très clair. loin. On est très loin de l'idéal de Brian Johnson, dont tu m'avais parlé. On est très Ouais, loin tout à fait. de ça parce qu'en fait, c'est infaisable pour la plupart des gens. On est dans une société quand même ultra consommatrice, ultra de surapparence. Et donc, en fait, t'es roulé. C'est sûr que si idéalement tu peux tout faire, ah bah ouais, bah franchement, travaille pas beaucoup, marche un peu toutes les heures, fais un peu de mobilisation toutes les heures, divise bien le renforcement musculaire du cardio, voilà, fais des étirements, ça va te faire du bien. Mais en fait, on arrive vite à 3, 4, 5 heures de mouvement par jour, tu vois, finalement. Et comme tu disais tout à l'heure, Ouais. quand tu es sur un lit d'hôpital, en fait, tu perds le mouvement. Et le mouvement, c'est ce qui met aussi en action ton cerveau. Le cognitif et le mouvement, le corps, c'est relié. C'est hyper relié. Si tu bouges pas, tu perds des capacités cognitives bien plus vite que si tu as le mouvement et que tu perds des capacités cognitives. Tu vois, c'est comme si comment ça prévenait, ça ralentissait la dégénérescence. C'est pour ça que quand tu es sur un lit d'hôpital et que tu peux pas bouger, bah, c'est là le pire en fait. Tu perds vraiment très 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 vite ce que tu as construit, d'autant plus avec le vieillissement et si tu n'as rien construit avant. Si je comprends bien, le CrossFit serait un bon compromis, puisque, alors je ne sais pas si on peut prendre les athlètes de CrossFit comme des modèles en termes de masse musculaire, puisqu'en général, ils sont plutôt musclés. Mais ça permet de travailler en surcharge. J'ai pratiqué le CrossFit pendant 2 ans. Je dirais que le seul gros problème du CrossFit, c'est surtout, en fait, il faudrait faire du CrossFit, mais pas à 100%. À Exactement. 80%, en faisant Exactement. extrêmement attention. Exactement, mais je pense que pour beaucoup de gens, du CrossFit sans cette notion de vitesse d'exécution ou de WOD à finir très vite, en évitant, à mon sens, les mouvements, on va dire, dynamiques, tu vois, les keeping, des trucs comme ça, les hyper-extensions, voilà. Mais de l'intensité sous-maximale là-dessus, me paraît très bien en fait, parce que tu as une variation en plus des mouvements effectués, et donc ça t'évite de
parce que la répétition use, même si tu mets moins lourd, voilà, la répétition d'un mouvement, ça use, mais c'est ce qui permet aussi de faire du muscle. Donc, tu vois, c'est un peu anti-muscle. Tu vois, c'est comme si demain, je te disais, bah voilà, pour les pecs, tu vas plus faire qu'un seul exercice par séance, et puis on va le varier sur, je sais pas, 2, 3, 4 semaines. Il y a peu de chances que tu continues de prendre des pecs. Voilà, ça va être quand même compliqué. Euh, mais oui, effectivement, c'est pour ça qu'à un moment, CrossFit, je sais pas si tu avais suivi, avait essayé de se détacher de l'aspect compétitif pour être plus santé. Parce que pareil, à haut niveau, bon, c'est une surprise pour personne, ils sont tous archi-dopés. Tu vois, bon, ils sont archi-dopés, c'est la performance extrême, tout ça. Mais c'est sûr que du CrossFit en sous-maximal, mais en fait, ça s'appelle du circuit training, hein. En fait, tout simplement, ça s'appelle du circuit training, qui existe depuis je sais pas Dis combien de pas temps. ça à un crossfitter, il Non, mais va. c'est ça. C'est ça. Il y avait eu un super podcast sur la méthode Ebert, ou Ebert, je sais plus comment on dit, Hebert. Ok. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est du circuit training en sous-max. C'est sûr, ce qui est sûr, c'est que plus les années passent, plus j'ai l'impression que l'intensité maximale, pour moi, m'est néfaste. Et je parle avec beaucoup d'entraîneurs, pareil, qui ont pas mal d'expérience. Et pour eux, c'est un peu pareil dans les activités cardio. Ils disent, bah maintenant, quand on est en zone 5, au lieu de faire, je sais pas, tarif à 95 ou 100%, on se met à 90, on se met une intensité un peu sous-maximale pour avoir plus d'avantages que d'inconvénients, parce que l'intensité max, en fait, ça détruit. Dès que tu veux progresser, c'est ça qui est dur, je disais en début de podcast, plus tu vas aller contre la nature humaine, en fait, de tes articulations, qui a, encore une fois, une durée de vie, même si tu prends toutes les précautions, qui a beaucoup de précautions en prenant des compléments, en faisant la récupération active, tout ça. Et à un moment, tu vas sentir le poids de tes années d'entraînement. Et donc, selon toi, même à long terme, à court terme, le corps s'adapte, à long terme, le corps s'use. Non, mais en fait, le problème, c'est le vieillissement. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à 20 ans, je parle de mon expérience, je pouvais faire n'importe quoi. Franchement, j'avais l'impression de me renforcer, ou voilà, ça me tirait un peu. Mais bon, le lendemain, je dormais, j'avais plus rien, quoi. Là, maintenant, si je fais la même chose, je sens que c'est pas bon. Je sens que, et pourtant, je me sens beaucoup plus renforcé, tout ça. Mais je sens que je paye l'excès, par exemple, l'excès d'amplitude par rapport à ma morpho, ou l'excès de séances difficiles. Euh, L'excès de séances difficiles par rapport à mes capacités. Tu as toujours envie d'en faire plus, quoi. Et donc, ouais, tu payes un peu ça. Donc, ouais, bah, de toute façon, si on continue à se renforcer tout au long de la vie, il n'y aurait pas de vieillissement, en fait. En fait, le vieillissement, c'est ça, c'est la perte progressive. J'ai fait un article récemment sur leadercast.fr. C'est faire le deuil de ses anciennes capacités. Voilà. On est donc condamné à ça. Ouais, ouais, et tout le but de la longévité, c'est de ralentir au maximum ça. Alors, ça peut faire peur un peu quand je dis tout ça, parce que aussi bien toi que moi, on s'entraîne depuis longtemps. On est dans ce truc de plus, d'être balèze, tout ça. Mais finalement, on a quand même de la marge, tu vois, avant de comment? De ne plus avoir cette capacité de bouger ou pas, si on fait attention, on est déjà dedans. Pour quelqu'un qui aurait, je sais pas, 45-50 ans, qui aujourd'hui serait en surpoids, tu vois, qui se dirait, bah merde, moi aussi, il faut que je me réveille, tout ça. Approche de la cinquantaine, c'est souvent comme ça. Bah lui, c'est sûr qu'il va se renforcer. Parce que il part de tellement loin qu'il n'a pas de renforcement, il n'a rien. Donc lui, mais ce renforcement va pas durer, il va pas se renforcer pendant 10 années consécutives. Il y a un moment, il va sentir. Je donne souvent l'exemple de mon développé couché. Quand j'étais gamin, des fois, je faisais des séries à 130, 140 kilos. J'avais pas de soucis. Après, les années ont passé, et puis des séries à 120, 130, je dis, ouh là là, putain, ça me tire, quoi. Maintenant, je vois bien que jusqu'à 100, 105, 110, ça va. Dès que je mets plus, je dis, ouah là là, putain, ça me tire. Sur le coup, ça va parce que je suis chaud, tout ça. Mais après, je sens que mes fascias, tout ça, ça n'aime pas, en fait. Ça n'aime pas. Je sens que tout me tire. Putain, c'est fou, quoi. Alors que pourtant, bon, j'ai l'impression d'être plus mobile, plus fort sous plein d'angles. Mais progressivement, tu perds un peu cette capacité à t'auto-régénérer. Et c'est ce que dit d'ailleurs Gundil très justement, et que j'avais remarqué, et que Christophe Cario dit depuis plus de 20 ans, hein. Christophe Cario, à l'époque, c'était la première personne avec qui j'ai fait un podcast je pense, fin 2009 ou début 2010 sur Superphysique. Et je sais plus s'il avait dit à l'antenne ou hors antenne. Il avait sorti il y a pas longtemps, juste avant Un corps sans douleur. Moi, c'était dans ces années-là. Et Christophe m'a dit, bah, tu sais, je sais pas quel âge, il avait peut-être 40 ans, tu vois, à l'époque, même pas, tu vois, il avait même pas 40 ans, c'était, ouais, tu vois, il a 15 ans. Ah ouais, bah, il avait pas ça, il avait même pas 35 ans. Et il disait, bah voilà, il faut autant de récupération active que d'entraînement. Et donc, à l'époque, on se marrait, tu vois, il y a 15 ans, j'avais quoi? J'avais 21 ans. On disait, bah, attends, Christophe, c'est beaucoup trop, tu te rends compte, 1 heure d'entraînement, 1 heure de récupération active. Donc, il disait, bah, faut bien t'échauffer. Donc, déjà 15 minutes d'échauffement, tu fais tes mobilisations, tout ça, tu fais tes automassages après.
il disait, voilà, 1 heure d'entraînement, 1 heure de récup actif, quoi. Et on dit, ah non, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que plus les années passent, plus il avait raison, en fait. Et encore, lui, il s'entraîne en plus avec, il module très bien l'intensité de ses entraînements. Donc, des fois, il va être très intense et puis il utilise beaucoup de bandes élastiques qui réduisent quand même Ouais, c'est ça. drastiquement les traumatismes qui se font surtout sur les phases d'étirement. Euh, et donc, bah, il avait raison, hein, il avait raison. C'est vrai que moi, maintenant, je le vois. Si je fais un truc vraiment très traumatisant, il faut vraiment que je fasse pas mal de choses pour récupérer activement, alors qu'avant, la récupération, bah, 1 nuit de sommeil, une petite sieste, même pas de sieste, je sais même pas ce que c'était qu'une sieste. Et, et maintenant, la nuit de sommeil suffit pas, quoi. Il faut la tenue de compression, il faut le sauna, il faut les mobilisations, il faut les massages. Si je fais en tout cas des choses pour lesquelles je ne suis pas faite. Et donc c'est faire le deuil, encore une fois, de cette capacité de récupération, de régénération. Finalement, c'est de la régénération qui ne se fait plus comme j'aimais. Et donc, justement, avant peut-être qu'on détaille un peu toutes ces méthodes de récupération, tu as parlé du sauna. Je pense qu'il Ouais, y a des choses à dire sur le sauna parce que c'est très peu connu, mais ça a beaucoup de bienfaits. Mais est-ce que tu penses que s'entraîner avec des genouillères, des coudières, un protège-dents, ce genre d'éléments permet justement de se protéger, d'améliorer, d'aller plus loin, tant bien évidemment qu'on les utilise dans un cadre qui ne sont pas pour aller chercher plus lourd, aller chercher plus loin. Est-ce que par exemple, s'entraîner sur un squat avec une charge un peu sub-maximale, avec des genouillères, sera plus protecteur que sans ceinture de force, coudière? bah, c'est une très bonne question. J'ai envie de te dire que si tu as 20 ans, non, parce que tu auras plus de renforcement, entre guillemets, sans tes genouillères qui vont t'aider quand même malgré tout un petit peu, même si ne sont pas super serrés. Et après, avec les années, bah, j'ai envie de te dire, mieux vaut que tu gardes tes articulations au chaud le plus possible pour justement que tu ralentisses la dégradation. Parce que de toute façon, Aujourd'hui, toi, tu utilises ce genre de protection à l'entraînement? non, mais je m'entraîne beaucoup plus. Alors, des fois, j'ai envie de forcer comme un fou. Mais genre, quand je fais les cuisses, ça fait longtemps que j'ai pas forcé comme un malade. Franchement, je force. Pour moi, je force pas du tout. Je fais un RPE 6 ou voilà, ça me fait un peu de courbature, mais c'est léger. Donc, j'ai l'impression que ça me fait plus de bien que de mal. Mais je suis très loin de mettre mes 400 kilos que je mettais à la presse. Voilà. Euh, donc, non. Après, les coudes, tu vois, c'est vrai que les coudes, je commence à les sentir un peu, tu vois, alors que pourtant, je m'échauffe bien. J'échauffe vraiment bien les triceps avant chaque séance, les biceps, les avant-bras. Il n'empêche que je sens que c'est moins bien, donc c'est sûr que c'est peut-être une piste à explorer. Après, il y a aussi le fait que, ben voilà, en fait, c'est toujours le poids. On avait un débat au début des années 2000, c'était est-ce que c'est le poids ou les répétitions qui font mal? Et on savait pas trop tout ça. Et puis les années nous ont donné la tendance. C'est que plus le poids est lourd, plus c'est néfaste. Tu sens tout de suite que, en fait, comme ton muscle se contracte plus, ben, il met plus en tension tous tes fascias, tendons, ligaments, les os, tout ça, ça te tire partout. On dit qu'une contraction maximale, je sais pas si tu as déjà fait de l'électrostimulation, mais si tu mets un complexe intensité max, tu as l'impression que putain, mais on te défonce. Alors normalement, il n'y a aucun risque pour l'articulation, mais tu sens que ça t'écrase l'articulation. Tu vois, ça fait vraiment. Tu dis, ouh là là, faut pas que je bouge, quoi. Tu dis, oh là là, si je bouge en même temps, je pense que tu t'arraches tout. Donc, il faut le faire en étant bien bloqué, quelle que soit l'articulation. Et donc, bah, le poids est plus néfaste, mais à terme, les répétitions, même si c'est plus léger, bah, provoquent de l'usure. Donc, j'en mets pas, mais parce que je fais beaucoup de trucs, en fait, un peu de réhab, préhab, je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça l'échauffement. Mais, et puis, je minimise grandement. Tu vois, avant, je sais pas, je dis une connerie, je pouvais faire des extensions de nuque à 20 kilos par bras. Voilà, c'était comme ça, à 20 kilos par bras. Maintenant, je vais prendre, je sais pas, 10, 12 kilos en fin de séance, le faire en dernier, et encore pas chaque semaine. Parce que si je le fais chaque semaine, en fait, je sens que mes coudes n'apprécient pas, ou l'épaule n'aime pas trop être comme ça. Euh, Encore une fois, je pense que tu as un nombre. Je pense que c'est Gundil aussi qui dit un truc comme ça. Et je pense que c'est assez juste, c'est que tu as un nombre de mouvements, un peu comme le nombre de divisions cellulaires, autorisés dans une certaine position. Donc, bien sûr, tu peux ralentir le truc, voilà, avec des compléments, de la récup active, tout ça, un bon échauffement. Mais il n'empêche que bah, tu as un nombre de répétitions que tu peux faire à une certaine charge, et qu'une fois que tu l'as passé, vu que tu le sais pas, et ben, en fait, tu es un peu niqué, quoi. Donc, tu es obligé de plus varier tes mouvements, de plus faire gaffe, de plus t'échauffer, de faire des séries encore plus longues. Voilà. Donc, après, forcément, bah, ça limite la progression, mais après, tu n'es plus dans cette optique de progression, tu es plus dans cette optique de prendre du plaisir, et tout en essayant de progresser peut-être sur des séries plus longues, des répétitions plus courtes, de transformer ton entraînement dans un entraînement moins traumatisant pour pouvoir continuer à t'entraîner.
Oui, puis de toute façon, après, il est aussi, on peut aussi juste abaisser la charge. Alors bon, là, tu disais faire un peu moins de volume, mais si la clé, c'est la charge, on peut continuer à progresser finalement, mais c'est ce que tu disais en début de podcast, plutôt qu'essayer d'aller chercher toujours plus lourd, essayer de chercher dans des séries un peu plus longues pour Bien sûr. justement se protéger un peu. Bien sûr, soit plus longue, soit réduire les temps de récup. C'est certes moins efficace en termes de progression musculaire, mais ça permet déjà d'atteindre un bon niveau. Mais c'est sûr que d'un point de vue longévité, c'est mieux. D'un point de vue longévité, comme je disais tout à l'heure, un circuit training, voilà, enchaîner sans récup, bah, c'est un peu en sous-max, c'est un peu le mieux, quoi. Mais oui, oui, effectivement, c'est sûr que encore une fois, je pense qu'il y a, comme je te disais tout à l'heure, une période pour chaque type d'entraînement et que tu es obligé d'apprendre un peu de tes erreurs, quoi. Et donc, dans tout ça, quelle est la place de la récupération? Comment est-ce que toi, tu fais pour récupérer? Donc, si je comprends bien, tu mets l'échauffement dans la récupération Bien active. sûr, bien Est-ce sûr. qu'il y a d'autres politiques actives? Est-ce que le cardio VO2 max n'est pas juste, le cardio, excuse-moi, zone 2 ne serait pas une méthode de récupération? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, c'est une bonne question aussi. Ce que je peux te dire, c'est que l'échauffement, pour moi, c'est vraiment la base des bases de la longévité. On a tendance à le négliger quand on est jeune, et j'ai plein d'élèves qui le négligent, malgré ce que je leur dis. Prends cet article, applique tout ce que j'ai mis au minimum, mais tu peux faire le test, oui, les gens qui nous écoutent peuvent faire le test. C'est, tu t'échauffes presque pas, tu fais tes séries classiques, euh, et tu vois, le lendemain, les courbatures que tu as, comparativement à un bon échauffement, tu te dis, ah bah ouais, effectivement, putain, et les courbatures, c'est pas forcément bon signe. C'est pas forcément bon signe. Et donc, là, déjà, on voit que un bon échauffement, ça prévient déjà pas mal de douleurs. Je pense à mon pote Clément, avec qui je fais les Super Physique Podcast, qui a genre 45, 50 minutes d'échauffement avant chaque séance. Il fait du powerlifting. Ben voilà, s'il fait pas ça, l'entraînement, moi aussi, je peux aller à l'entraînement et puis presque pas m'échauffer. Mais si je m'échauffe, ben, je vois que c'est beaucoup mieux. Tu vois, je vois que c'est beaucoup mieux. Ensuite, moi, je suis plutôt adepte aussi de faire des étirements en fin de séance, légers, tu vois, sans trop forcer, mais pour me remettre un peu en mode parasympathique, des fois un peu de massage pour détendre les muscles, tout faire pour repartir détendu. Ensuite, en termes de récup, bah, l'alimentation, je pense que c'est un prérequis très simple, hein, on en a parlé, on va en parler longtemps, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un complément qui est vraiment très populaire, qui est pas vraiment à débat, même si certains veulent faire des débats, c'est le collagène. Je pense que tous ceux qui ont pris du collagène à hauteur de 20 grammes par jour, c'est pas donné, vont dire qu'ils sentent quand même que ça fait quelque chose. Pendant longtemps, on n'avait que de la glucosamine. Donc là, si tu prends collagène, glucosamine, chondroïtine, tout ça, tu sens que quand même ça fait quelque chose. Euh, Prendre attention aux oméga 3, pareil, pour lutter contre l'inflammation. Ça peut pas faire de mal. On en prend rarement assez. Pareil, ça coûte un saladier. Les poissons gras sont empoisonnés aussi. Sont empoisonnés. Pareil, tu bois de l'eau. Tu sais, on peut aller toujours plus loin. Tu bois de l'eau à l'eau du robinet. Je sais pas comment c'est par chez toi, mais chez moi, Ah, c'est pas top. ouais, c'est pas top. Donc, tu vois, C'est pas top du tout. c'est contaminé à crever en fait. Ouais, et en fait, tu parles de l'eau du robinet, mais l'eau en bouteille n'est pas forcément mieux. Et c'est ce qu'on a. Il y a eu deux études qui ont été publiées cette année. Il y a une quantité de microplastique qui est super importante, en fait. Et on retrouve du Bien sûr. microplastique partout, chez tout le monde, en fait. Bien sûr, et ça s'accumule, c'est ça le problème, ça s'accumule et ça ne se barre pas. Donc ça, après, tu as pareil, le dentifrice que tu utilises, les savons que tu utilises, enfin bon, les vêtements que tu mets, tu vois, enfin bon, tout nous contamine. Et donc c'est vrai que, je te le disais tout à l'heure, jusqu'où pousser le curseur pour la longévité. Parce que tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours Exactement. pousser. Alors moi, je le pousse sur l'alimentation, on va dire, en grande partie, même si avec tout le sport que je fais en excès, d'un point de vue longévité, bah, je mange trop. Voilà, je suis obligé de manger trop. Euh, Après, quand il fait pas trop chaud, je mets des tenues de compression pour récupérer. Ça, je sens que ça fait quelque chose, tu vois, tu sens quelque chose. J'ai un sauna infrarouge, donc pareil, s'il fait pas très beau, que je prends pas le soleil, je vais me faire 20 ou 30 minutes de sauna infrarouge. Tu vois, je sens que, putain, t'es bien après. Et le sauna, par exemple, tu le fais directement après l'entraînement. Est-ce que tu as un protocole particulier sur le sauna? Tu fais Non, 30 minutes par jour? quand il fait mauvais, ouais. Quand il fait mauvais, ce que je fais, s'il fait beau, je me mets sur la terrasse, ou je vais au kayak, ou tu vois, je vais prendre le soleil dehors. Donc Ouais. ça me gêne pas trop. Mais ouais, en fait, je reste entre 20 et 30 minutes. Et c'est vrai que tu sors de là, tu te dis, putain, je suis bien, quoi. Pareil, après, tout ce qui est mobilisation, qu'on peut appeler aussi étirement, bah, tous les jours, je fais bien au moins 20-30 minutes, tu vois, facilement. Vraiment facilement. Si je suis encore très motivé, que j'ai encore de l'énergie, parce que pareil, ça, c'est de l'énergie que j'ai pas en illimité, bah, je vais encore me masser, tu vois. Alors, si je suis feignant, pistolet de massage,
Si je suis pas feignant, ça va être avec la balle. J'ai ma balle, tu vois, qui est juste là. Je vais en faire après. La super balle, super physique. Je sais pas si on voit Alors, le logo. figure-toi que j'ai eu le rouleau de massage qui, à mon avis, n'a pas été en ligne pendant très longtemps. Ouais, le super Super physique. physique. Et il y en a plus maintenant de rouleau de massage. Non, en fait, on a fait tous ces accessoires-là quand pas grand monde les faisait. Puis quand tout le monde s'est mis à en faire, en fait, ça servait plus à rien parce qu'on en vendait plus assez. Tu Ouais, ouais. vois, c'était plus. Et à mon Mais grand regret, je l'ai vendu sur Le Bon Coin quand j'ai déménagé, donc j'étais à Toulouse. Et je le trouvais super. Il était hyper ferme. C'est ben, bien difficile sûr, d'en j'avais fait trouver. exprès. Je voulais un truc Ouais. super ferme parce que souvent les trucs étaient très mous, tout ça. Et j'en étais super content, mais je l'ai encore, moi, il est là-bas. Et justement, oui, je voulais un truc hyper ferme avec les picots, tout ça. Comme ça, là, tu savais que tu te mettais dessus. Là, ça t'apprenait à te relâcher, quoi. Tu pouvais pas rester tendu ou pas. Mais tu vois, ça avait plein de petits trucs. Après, il y a encore plein d'autres choses à faire, hein. Tu peux faire des décompressions. Je fais pas mal de décompression aussi au niveau du dos, tous les jours pour le bas du dos. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire Et pour. Dis-moi. pourquoi avoir fait le choix d'un sauna infrarouge? Quel est ton avis sur la lumière rouge? Ça a l'air assez mystique. Ouais, Visiblement, ça ouais. a l'air efficace. Est-ce que tu as un avis sur la lumière rouge? J'ai pas d'avis. En fait, quand tu achètes un sauna, j'avais le choix entre un sauna classique et un sauna infrarouge. Je me suis dit, bon, moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est la chaleur. Et j'ai vu que ça chauffait beaucoup plus vite. Tu te mets dedans, ça chauffe direct. Alors qu'un sauna classique, il faut un peu de temps pour que ça chauffe. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais prendre un infrarouge. S'il y a des effets positifs, eh bah, tant mieux. S'il n'y en a pas à l'infrarouge, bah, moi, j'ai la chaleur. Et voilà, moi, je suis plus chaleur que froid. Tu vois, le froid, les bains froids, tout ça, c'est pas trop mon truc. Même si je vois les effets, hein, je les comprends bien. Mais moi, la chaleur me relaxe plus que le froid. Le froid a plus tendance à me crisper. Ouais, bah, en plus, on parle beaucoup aujourd'hui des thérapies par le froid. Moi, en tout cas, de ce que j'en sais, c'est que c'est plutôt les thérapies par le chaud qui ont montré des bénéfices assez extraordinaires. Le sauna pratiqué 4 à 5 fois par semaine fait réduire drastiquement le taux de maladies cardiovasculaires. J'ai 70% en tête. C'est beaucoup moins vrai pour le froid. Je sais que Christophe Cario parlait d'un protocole à l'époque. Alors, c'est assez vieux, ça remonte. Alors, lui, il utilisait une alternance entre le froid et le chaud, mais c'était pas Ouais, bah, il y avait nécessairement dans un but de santé, de longévité, c'était plus récupération active, justement. ouais, bah, je vois, à un moment, c'était la mode aussi parce qu'on savait pas quoi mettre après l'entraînement. De ce que je comprends, c'est que si tu dois enchaîner des épreuves assez rapidement, tu t'entraînes beaucoup, bah, le froid t'anesthésie. En fait, ça t'aide à avoir moins de douleur. C'est vraiment anti-inflammatoire. Et mais d'un point de vue progression, encore une fois, il faut de l'inflammation pour avoir, entre guillemets, une sorte de surcompensation. Voilà, même si c'est un peu à débat. Et il faut laisser l'inflammation se faire, tu vois. C'est comme un moment, on disait, il faut prendre la vitamine C Ouais, après carrément. l'entraînement. Bah, c'est anti-inflammatoire, donc peut-être pas tout de suite, attends un petit peu. Mais ça a des avantages aussi, le froid. Des fois, je suis là, je me dis, tiens, est-ce que je ne serais pas un bain froid, tout ça? Tu sais, tu finis ta séance, tu as des petites douleurs, tu te mets dedans. C'est sûr que tu ressors, tu es comme neuf, hein. J'avais interviewé pas mal de sportifs sur mon podcast Secret du kayak à l'époque, qui faisaient pas mal de cryothérapie. Et ils disaient, mais c'est génial, ils s'entraînaient tous 2, 3 fois par jour. Ah ouais, les douleurs disparaissaient. Ça anesthésiait, quoi. Ouais. Est-ce que tu utilises des trackers, des outils électroniques pour évaluer X ou Y métriques? Est-ce qu'il y a des métriques que tu suis? En ce moment, par exemple, particulièrement populaire le HRV, même si c'est quand même sujet à débat, la variabilité de la fréquence cardiaque, VFC en français. Euh, Ton rythme cardiaque, quels sont les outils que tu utilises et que tu recommanderais à nos auditeurs? Et ben, je leur dirais d'apprendre à s'écouter. Ouais, moi, j'adore les datas, hein. Franchement, j'ai vraiment creusé les trucs, tout ça. J'ai un super épisode sur Secret du sport, je ne sais pas si tu l'as écouté, avec Sylvain Fréville, sur justement le Ah bah HRV, écoutez, j'irai le qui est regarder, je le mettrai en description c'est également. un podcast exceptionnel, hein. Vraiment, c'est, je pense, l'un des tout meilleurs que j'ai pu faire avec Sylvain Fréville. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, lui, il sert de ça avec l'équipe de France de hand féminine. Bref, il est vraiment à haut niveau et c'est podcast est vraiment masterclass. Euh, donc moi, j'ai pas testé parce qu'en fait, ça implique en gros tous les jours pendant 10 minutes de prendre ta fréquence cardiaque en position allongée, debout. Donc c'est quand même assez contraignant, hein. C'est pas le petit doigt sur le capteur. En Bon, bref. position allongée debout. Bah, il faut faire allonger d'abord pour voir le. Ah, Je te le caricature, hein, je suis pas spécialiste, mais en gros, la variabilité quand tu es en mode parasympathique et ensuite debout quand tu es en mode sympathique ou orthosympathique. Donc, bref, il ok. faut faire ça tous les jours, donc c'est assez contraignant.
Moi, j'ai pas besoin de ça pour savoir si je suis en forme, hein. Je me lève, je le sais tout de suite, hein. L'AFC, bah ça, c'est des trucs que j'ai suivis aussi pendant longtemps. Avant, j'avais la montre 24 sur 24, voilà, pour voir ce qui se passait. Maintenant, je mets la fréquence cardiaque uniquement quand je fais du kayak, parce que je fais souvent des fractionnés. Et donc, comme ma vitesse de déplacement est influencée par les conditions du moment, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a des vagues, tout ça, bah, au moins, je sais que je vais être à telle intensité d'effort et je vois ma fréquence cardiaque et je dis, voilà, là, j'y suis, ou il faut que je remette un coup, voilà. Euh, Après, j'avais fait des tests aussi avec mon pote Sean d'Upside Strength, parce que ça m'intéressait tous ces tests. Donc, on avait testé les lactates, on a testé le système cardio-respiratoire, on a testé la saturation musculaire en oxygène, comment ça se désaturait à l'effort. Donc, plein de trucs comme ça. J'ai testé, mais au final, la plupart des entraîneurs te diront que pour la majorité des gens, toutes ces métriques, en fait, servent pas à grand-chose. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est complètement déconnecté de soi-même. Et en fait, le vrai truc, c'est de se connecter à soi-même, tu vois, c'est de te dire, est-ce que là, je fais un vrai effort? Est-ce que là, je fais pas un vrai effort? Est-ce que là, je suis en forme? Est-ce que je suis pas en forme? Est-ce que là, il faut que je fasse ci ou ça? Et finalement, bah, tu vois, je mets même plus de montre, je mets plus rien. J'essaye, comme je dis souvent dans le leadercast, de m'introspecter, de me dire, voilà, est-ce que, est-ce que tu as envie, pas envie de t'entraîner? Tu vois, souvent, pareil, ton corps te dit les choses, hein. Je me souviens d'une interview dans le secret du kayak, de Pierre Lancereau. Le mec me disait, la bonne séance, c'est celle que tu as envie de faire, quoi. Il disait, si t'as pas envie de t'entraîner, tu fais pas, quoi. Tu vois, alors lui, c'est un gars qui faisait les Jeux Olympiques en kayak, donc forcément, c'était un autre niveau que nous. Mais je suis plus vraiment tout ça. C'est pareil, hein, on parle beaucoup d'autorégulation. J'ai fait un très très long article sur mon site rudicoya.com avec plein de choses, comme par exemple, tu sais, la mesure de la poigne d'appréhension. On disait que c'était un reflet du système nerveux. Là, je lisais préparation physique basket de mon pote Guillaume Vetta et en association avec Franck Kuhn et Bernard Gros-Georges. Et dedans, il parle d'un test pour mesurer comment la force nerveuse, la forme nerveuse au niveau du bas du corps avec un test pareil où tu mesures la force isométrique des adducteurs, tu vois, avant la séance. Donc pareil, j'avais fait cet article-là donc sur rudicoya.com. Il y a plein de petites choses comme ça, mais tu vois, j'en reviens encore une fois à ce truc-là. 3 fois 1 heure d'entraînement par semaine pour la plupart des gens. En fait, ils sont jamais en intensité maximale pour la plupart. Donc en fait, moi en tant que coach, je leur dis, bah voilà, j'ai vu ce que tu as fait, tu me dis que c'est RPE ça, je vois la vidéo, je pense que tu peux faire ça d'expérience, il y a peu de chances que je me trompe, donc vas-y, et souvent, voilà, ça passe. J'ai pas besoin d'autres métriques ou si la personne me dit je suis hyper fatigué, dans ce cas, on saute la séance, c'est pas grave, tu la décales d'un jour ou deux, ça change rien. Mais c'est vrai que les datas, et j'aime bien les datas, moi j'ai un pote qui est à fond dessus, c'est Caroly Spy, ou Caroly Spy, ça s'écrit S-P-Y, pareil que j'avais vu sur le podcast, et il a une newsletter qui est assez exceptionnelle sur l'entraînement en endurance, et lui, il mesure tout, quoi. Tu sais, à un moment, pareil, tu pouvais mesurer, bah, je sais pas si tu as testé les capteurs corps pour voir ta hausse de température et ta dépense calorique, tu vois, un peu en temps réel. Il y a eu un moment, les capteurs Sapiens, là, qui étaient un dérivé des capteurs pour diabétiques, pour mesurer ta glycémie à l'effort, tout ça, mais Ouais, bon, ouais. j'ai aperçu que c'était pas un si bon reflet de ce qui se passait vraiment dans le corps. Donc, il y a plein de choses à tester, mais finalement, les fondamentaux de l'entraînement à 99% sont les mêmes. Bien sûr, après, si tu es à très très haut niveau, bah, je te dirais oui, c'est sûr que prendre ta VFC, ça a du sens pour vraiment adapter l'intensité de l'entraînement au jour le jour, tout ça. Et pour celui qui fait 3 fois 1 heure, en fait, et qui a le rythme de vie qu'on a décrit, bah écoute, s'il est en forme, c'est comme un miracle. La vérité, c'est qu'il est toujours en méforme. Il est toujours en méforme. C'est mieux que s'il faisait rien. Mais j'écoutais un podcast, je sais plus qui c'est qui disait un truc très très juste. Il disait, la plupart des gens sont fatigués, c'est pour ça qu'ils font pas de sport. Et le mec disait, mais faire du sport, ça défatigue. Et c'est vrai que quand tu fais rien, faire un peu de sport, ça défatigue. Ça, tu sens que, en fait, t'as toujours un peu d'énergie. Tu fais du sport, ça te met en mouvement et tu te sens mieux après le sport qu'avant. Donc c'est sûr que pour celui qui s'entraîne pas, tu vois, je dirais, apprends à t'écouter, regarde pas trop les datas parce que de toute façon, t'es en méforme, hein. Et après, je peux dériver sur ceux qui ont des enfants en bas âge, qui sont tout petits, qui dorment pas, tout ça. Bah ouais, en Ouais, fait, là, la fatigue, c'est un puissant fond, hein. ouais, tout à fait. On arrive donc sur la fin de ce podcast, Rudy. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager à notre audience qui s'intéresse à la longévité? Qu'est-ce que tu as appris ces 10 dernières années qui est selon toi primordial à mettre en avant pour la longévité? Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est difficile parce qu'en fait, j'apprends des trucs un peu tous les jours et je sais jamais quand je les ai appris.
Moi, ce que je dirais plutôt comme conseil, c'est là, toi, tu te lances dans une démarche personnelle et c'est plus ton aventure qui va m'intéresser de suivre pour voir jusqu'où tu vas aller, quand est-ce que tu vas te lasser ou pas et jusqu'où tu vas pousser le curseur. Attention, je t'ai pas demandé ton âge, mais je crois que tu es un peu plus vieux que moi, hein. Donc, Oui, mais je parie tiendras-tu la distance? tout le monde dirait que je suis plus jeune. Avec cet éclairage, j'ai pas une ride, tu vois. Et on voit pas mes Moi, je cheveux suis tout blancs. rouge, c'est. Mais non, mais moi, je dirais plutôt de. C'est ça le conseil, c'est de suivre les gens qui font pour voir ce qui se passe. Tu vois, moi, je suis entre guillemets de loin mon pote Christophe. Je peux suivre Michael Gundy, tu vois, je regarde un peu ce qu'il fait, tout ça. Bon, les trucs, je parle avec mon pote Aurélien Broussal. Voilà, qu'est-ce que tu fais, comment il s'entraîne. Moi, j'aime bien suivre les gens d'expérience, qui ont plus d'expérience que moi, pour voir ce qui se passe. Et souvent, ces potes-là, bah, ce qui leur arrive, ça m'arrive quand j'ai leur âge ou presque, tu vois. Je me dis, ah ouais, ok. Alors, ils ont fait ça, ça, ça. Donc là, ça me plaît pas ce que je vois. Comment je peux essayer d'éviter ça, d'être un peu moins con si j'y arrive. Mais plus les gens qui font. Donc là, moi, je suis plus intéressé de suivre ton aventure. J'espère que tu vas documenter, voilà, que c'est pas des paroles en l'air. Eh ben, merci Rudy. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour suivre l'aventure. C'était le Lucas Lab avec Rudy Koya. Bye Rudy. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on répond aux questions, c'est important.